Les minéraux sont nécessaires pour que l'électrolyse fonctionne. Donc une eau peu minérale, peu de réaction, parce que les minéraux créent le courant électrique qui permet aux ions de migrer plus facilement. Donc je comprends aussi que le corps humain crée de l'énergie et des déchets par oxydoréduction de la même manière qu'une électrolyse de l'eau, que les études faites ont été réalisées par des entreprises qui ne sont pas neutres et que l'AFP est un peu trop légère. Alors j'ai fait un autre test. J'ai fait un autre test que j'ai bidouillé avec un copain. Le voici. L'Oretana, ah oui, il y a une petite faute, pardon. L'Oretana 14 mg. Et donc, ici, vous avez le même appareil, mais du côté gauche, vous avez deux anodes, une anode et une cathode en aluminium, et de ce côté, vous avez le fer et l'aluminium. Donc la Loretana, 14 mg, forcément il n'y a presque pas d'échange entre l'anode et la cathode, et donc peu de précipité. Ça, c'est là, j'ai pas fait attention, c'est l'eau de pluie, d'accord, qui est donc à 68. Et là, on commence à quand même se poser des questions si ce petit appareil est vraiment efficace. Mais on a quand même, vous avez vu, avec l'aluminium, une réaction. Hein. Donc d'après l'appareil, le blanc, c'est du zinc, du mercure et des matières inorganiques. Donc il est clair que l'anode et la cathode ont une influence sur le résultat. On ne peut pas le nier. Donc on a quand même un gros dépôt ici, hein, même si ce n'est pas les mêmes couleurs. On a le blanc encore là, et aussi du blanc ici. Et on a aussi les fameuses boues, que ce soit avec les deux anodes cathode aluminium, ou la fer et l'aluminium. Vous voyez les boues, là, et là il y en a beaucoup aussi en surface, ici, qui flottent. Voilà. À chaque fois, ça dure 1 à 2 minutes, hein, maximum 3, l'électrolyse. Donc on a les mêmes couleurs que sur la première vidéo, avec le fer et l'aluminium, mais plus du tout la même chose. On a juste une réaction avec une seule couleur. Et bien sûr, les dégagements gazeux, la création de l'O2 et du dihydrogène. Vous voyez tous les dépôts, les fameuses boues, les déchets pour l'oxydoréduction du corps ou l'électrolyse de l'eau. Voilà, donc après ces petites expériences, je m'interroge quand même, toujours, après l'ensemble de ces investigations,
Donc pour quelle raison personne n'explique le process anode plus cathode plus électrolyte égale telle couleur? Un électrochimiste qui a fait des hautes études peut forcément répondre à cette question. Et on peut très bien aussi en conclure que le vert peut avoir plusieurs réponses. Peut-être que ça peut être le fer, mais ça peut être aussi, je sais pas, le cuivre, bref. En tout cas, une liste par des scientifiques est possible d'être réalisée pour répondre à toutes ces questions et surtout aux interrogations des citoyens. Mais je me pose aussi une autre question quand même assez fondamentale, c'est que si les oligos et les éléments et minéraux jouent le rôle d'anode et de cathode dans le corps, est-ce que les bouts qui se forment dans cette électrolyse ne se forment pas aussi dans notre corps? Bah pareil, j'ai pas la réponse. Donc comme j'ai pas la réponse, eh bien je me dis, on va faire simple, on va prendre le bon sens. Ben déjà, quand je vois les publicités, je me dis, est-ce que je peux vraiment croire à tout ce qu'on nous balance? Quand Vittel nous disait buvez, éliminez, bah ouais, bien sûr, avec tous les cailloux qu'on ingère, c'est sûr qu'on va aller plus facilement aux toilettes. Mais on va pas récupérer les minéraux, enfin, vous voyez toutes ces publicités quand même. Je veux dire, Evian, on va rester jeune, Épar, le transit intestinal, on va rester mince avec Contrex. Enfin, tout ça, c'est de la pub véritablement mensongère, parce que ça n'a un effet que nettoyant de l'intestin et du côlon, c'est tout. C'est des cailloux qui migrent, c'est tout. Donc comme on sait que 95% des minéraux présents dans le règne minéral, enfin pardon, les oligo-éléments et les minéraux présents dans le règne minéral ne sont pas absorbables par le corps. À peu près 5%, pas plus, le seraient. Pourquoi boire une eau aussi chargée? Et j'en arrive à me dire, quelle est la meilleure eau? On a vu la Loretana qui vibre à 2,5, qui vibre 2,5+, qui vibre à 17,6 positif. On a la Montcalm, la Montroucou qui sont des eaux biocompatibles. On pourrait faire des tests aussi avec le RGB pour avoir un peu plus de précision sur les résus. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui prennent des solutions intermédiaires, soit des osmoseurs assez chers, soit des carafes filtrantes. Les carafes filtrantes, elles ont besoin d'être nettoyées le plus souvent possible. Donc, après avoir testé plusieurs carafes, on s'aperçoit que finalement, les résidus aussi à sec sont très élevés, même dans les carafes. Donc pour moi, c'est à éviter, la carafe, ça sert strictement à rien, sauf à dépenser votre argent. Les osmoseurs coûtent très cher, sauf certains. Et comme vous l'avez vu en début de vidéo, c'était chez moi, je suis autonome en eau depuis plusieurs années. Je récupère l'eau de pluie, elle est stockée dans une cuve en béton et cimentée. Elle est filtrée une fois à 40 microns, une fois à 10 microns, et ensuite, elle passe par un osmoseur d'aquarium qui m'a coûté 53 €. Ça fait 3 ans que je l'ai. J'ai fait des tests réguliers sur cette eau. Les résultats, voilà, j'en ai pris qu'un seul. Les résultats sont là, donc ce sont des laboratoires indépendants, et l'eau est potable. Mais ce qui est rigolo, c'est que j'ai fait aussi un test la première année sur l'eau qui sortait après avoir été filtrée seulement à 10 microns. Elle était potable aussi. On n'a pas besoin de l'osmoser, parce que l'eau de pluie, par définition, est potable. Les travaux de Joseph Orzag, je vous invite à aller voir son site internet. C'est un chimiste, lui, et qui parle très bien de son sujet. Joseph Orzag, et son site internet, c'est Autarcie, avec le jeu de mots, hein, E-A-U-T-A-R-C-I-E. Donc, pour avoir une eau de qualité, le plus simple pour nous tous ici, quand on ne peut pas bien sûr faire une cuve de récupération d'eau de pluie, c'est acheter un osmoseur à 53 € d'aquariophilie, de faire un petit système pour avoir un robinet spécial pour celui-ci, et vous avez de l'eau de très bonne qualité, mais par contre qui ne sera pas vivante. Elle ne sera pas à 2,5 positif parce que ce sera l'eau du robinet.
j'ai la chance de récupérer cette eau de pluie, et comme la Loretana, elle vibre à 2,5+ et à 17+. Donc l'eau de pluie est vivante par définition, j'ai envie de dire, c'est l'eau de la terre, et elle reste vivante malgré le stockage, la filtration et l'osmose. Oui, Jean-Paul? Tu nous parles d'osmoser de l'eau de pluie. Oui. Je suis entièrement d'accord pour que l'osmoseur d'accordé par l'eau de pluie va être efficace. Mais est-ce que tu as osmosé de l'eau du robinet? Oui. Alors c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un ami, mais je l'ai pas testé. J'ai pas regardé combien il y avait de résidus à sec après. Mais le but de l'osmose, c'est ça, c'est de filtrer l'ensemble. On a une eau qui est quasiment exempte de minéraux. D'ailleurs, ça me fait penser à ce que Fanny a mis en place chez elle. Fanny, t'es où? Fanny a acheté un distillateur. Et donc elle prend l'eau de son robinet, elle le met dans ce distillateur de 4 litres, ça chauffe, et voilà ce qui reste, le fameux résidu à sec. Bah, vous voyez, quand je vois la couleur de ça, là, parce que pour moi le résidu à sec c'est des minéraux, donc ça devrait être blanc, les sels minéraux. Là il y a quand même des couleurs suspectes. Bah, je fais quand même un petit rapport avec ce qu'on a vu avant, et je me dis que peut-être les eaux minérales ou les eaux de source sont pas si exemptes de produits chimiques. Et n'oublions pas que il y a certaines eaux qui sont polluées par le radon, mais on a certaines eaux qui sont, enfin quasiment toutes, polluées par les résidus médicamenteux. Enfin, on commence à en parler. Il y a certains journaux qui ont mis en avant cette dramatique pollution silencieuse de l'eau du robinet, mais aussi des eaux minérales. Tous les résidus de médicaments, les hormones ne sont pas traités par la Lyonnaise ou Veolia parce qu'ils traitent de manière chimique, et ils n'ont pas la solution pour dégrader les hormones et les résidus médicamenteux. La seule manière, c'est mécanique, c'est-à-dire avec une fameuse membrane, comme l'osmose. Mais c'est trop cher. Ne le font pas. Et on a une autre pollution, c'est tous les pesticides. On vous dit à chaque fois, vous regardez vos analyses, les pesticides, on reste dans la norme en vigueur. Très bien. Donc tout va bien. Voilà, ayons confiance. J'ai fait de l'apiculture pendant plusieurs années. Je vous fais ce petit lien parce que j'avais des ruches en campagne. Et elles avaient à manger sur 100% du territoire, donc un cercle de 3 à 5 km, 60% de champs et beaucoup de colza, traités de manière intensive. Donc je me suis dit, je vais quand même tester le miel. Il est parti en laboratoire. J'ai demandé le test pour avoir la labellisation bio. Donc il y a eu 250 pesticides de rechercher dans mon miel. 0. Mon miel, je pouvais le vendre en tant que bio. Enfin, en théorie, hein, ça aurait été une arnaque, j'aurais pas eu le droit, mais en théorie, il y avait écrit 0 pesticides. Je me dis, tiens, c'est un peu bizarre. Bon, je laisse de côté, j'étais content, satisfait. Je me dis, les abeilles sont super intelligentes, elles mettent tous les pesticides dans la cire et rien dans le miel. Yao. J'ai déplacé toutes mes ruches, je les ai mis en ville. Je me suis dit, je vais quand même faire encore un test. Et j'ai eu les mêmes résultats. Aucun pesticide. 250 pesticides testés. Bon, je l'appelle quand même la laborantine et je lui demande, mais comment c'est possible? Et elle m'explique que le pesticide, il est détecté à 0,10 microgrammes. Il y en a 250 de testés. Alors je lui dis, mais attendez, s'il y a 0,09 microgrammes, pour vous, il n'y a rien. Oui, c'est ça. Donc sur 250 pesticides testés, si j'ai 0,01 multiplié par 250, vous voyez le nombre que ça fait en grammes. Donc vous vous apercevez que même pour des produits aussi sains entre guillemets que le miel, eh bien la machinerie aujourd'hui a ses limites. Comment on teste l'eau minérale et comment on teste l'eau de source par rapport à ces fameux
pesticides et insecticides. Est-ce que c'est la même chose que pour le miel? Est-ce qu'il y a une machine qui n'est pas capable de détecter en dessous un certain seuil? C'est sûr et certain. Ça coûterait sûrement peut-être trop cher. Donc, est-ce que cette électrolyse de l'eau est une arnaque ou pas? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, le bon sens nous fait comprendre qu'il est important de boire de l'eau peu minérale pour avoir une meilleure santé et bien sûr biocompatible. Voilà, j'ai fini. Oui, le pH de l'eau, c'est souvent de l'eau de pluie, en tout cas, est souvent mis en amont comme un argument de nocivité. Le pH de l'eau de pluie, il est à 6,7. 6,7, c'est un peu bas, on est d'accord. On peut remettre un petit peu de bicarbonate ou une goutte de citron et voilà, c'est terminé.